C'est plus pratique, il les cherche pas dans le bottin au hasard. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées, non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Alors avec nous ce soir, un économiste, expert français qui connaît bien ces problèmes. Vous publiez à la main qu'un... Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans. Monsieur Lorenzi. La question est claire, nette. Jean-Henri Lorenzi. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question? Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour Jacques Attali, il est 17h45. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. À vos côtés, Guy Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Est économiste, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts. Arrêtons-nous un peu sur l'un de ces experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moins non plus. Pas plus connu, mais pas moins non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk-show à une matinale radiophonique, en passant par une tribune dans un grand quotidien. Cet expert ordinaire s'appelle Michel Godet. Et sans vraiment s'en apercevoir, les Français ont tous un peu grandi avec lui. Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu. Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social, nos conventions collectives, nos habitudes, nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail. Bon, or en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit moi dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel, et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas, et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Donc on n'a pas assez de gens au boulot, notamment parmi les jeunes et les plus anciens, qu'on met à la casse. Et en plus chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi. Au fil des ans, cette détermination infatigable à répéter aux Français qu'il faut travailler plus a surtout permis à notre expert ordinaire de gagner plus. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions. On m'a présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 € par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 €, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 €, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 € par an. Pardon, Michel. 150 000 €, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui pour Michel Godet reste pourtant trop élevé.
pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. L'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises, pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main qu'on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps? Bah ça existait, le marché a toujours existé. Mais je veux dire... Mais il valait mieux pas s'en vanter. Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Bah... Oui. Alors... Si vous souhaitez l'allongement de la vie, si vous souhaitez le confort, ce que la plupart des individus souhaitent sur cette planète, l'histoire montre que le capitalisme, ça marche. Qu'est-ce que c'est un marché financier? Un marché financier, c'est comme, je le dis dans le livre, c'est un peu comme le marché de Cavaillon, où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange des melons contre des poulets. Bonjour, Christian de Boissieu, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'une autre forme d'achat de Noël, c'est-à-dire les produits financiers, le bas de laine. S'il y a beaucoup de poulets et pas beaucoup de melons, c'est à l'avantage du producteur de melons. Est-ce que le PS devient réformiste? Oui, enfin, on l'a tellement attendu, oui. Alors il faut attendre l'article 13 quand même de la déclaration de principe, mais c'est écrit. Le Parti Socialiste est désormais dans le marché, dans la mondialisation. Pour la réguler, pour l'améliorer, bien entendu. Pas pour la subir, mais quand même, il est dedans, quelque part entre social-démocratie et social-libéralisme. Et nous assistons depuis 3000 ans à l'extension progressive du marché de la démocratie, qui sont parfaitement, non seulement compatibles, mais qui se renforcent réciproquement. Dans votre journal, le monde n'a pas beaucoup changé dans sa forme, en tout cas depuis 50 ans. Est-ce que vous entamez aujourd'hui une révolution? Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un triumvirat composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwy Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale. Donc le fait que Le Monde se rallie aux thèses libérales a forcément des effets sur le champ médiatique dans son ensemble. On dit souvent que c'est le journal de référence. Si le journal de référence défend maintenant les mêmes thèses que Libération défend depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Laurent Geoffrin, et s'il défend les mêmes thèses que défend, on va dire, la gauche du Figaro, on imagine bien qu'on a une forme d'homogénéisation des prises de position dans le domaine économique et qu'hors du libéralisme, point de salut.
Mais il se trouve que Le Monde est resté le quotidien de référence et qu'il a continué à faire référence alors même que son discours avait considérablement changé de direction. Bon. Et donc, à partir du moment où ces idées-là sont diffusées et affirmées, revendiquées d'un point de vue, on pourrait dire, presque militant, dans Le Monde quotidien de référence, alors c'est le légitimateur par excellence. Dans une deuxième partie du journal, nous essaierons d'avoir, encore une fois, d'être meilleurs là où nous étions plus faibles, et principalement dans le domaine de l'entreprise, puisque dans le domaine de l'entreprise, vous savez que les stratégies des grands groupes industriels et financiers aujourd'hui ont au moins autant d'importance que le budget de l'État, sinon plus. Donc nous voulons être à niveau dans ce domaine-là, et nous accorderons entreprise, finance et marché une place centrale dans le journal. On veut convertir un corps social à une nouvelle sorte de vie collective, à une nouvelle sorte de vie économique et sociale. Et ce corps social-là, fondamentalement, il voulait pas, quoi. Pour des très bonnes raisons. C'est qu'il avait tout à y perdre. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Alors, à mesure de la résistance, d'abord anticipée puis constatée, il a fallu déployer un effort de conviction, de persuasion, de même proportion. Et là, on est entré dans l'ère de ce qu'on a appelé la pédagogie. T'as compris, on n'est pas assez pédagogique, on n'a pas assez expliqué. C'est ainsi que dans les grands médias, un certain nombre de journalistes ont fait de leur métier un émouvant sacerdoce. Éduquer le public. Ça veut bien dire que ce qu'il faut d'abord peut-être dans ce pays, c'est de la pédagogie, et il faut que les partenaires sociaux, mais aussi les politiques et sans doute aussi les médias, nous nous y employons à notre modeste mesure, explique davantage la complexité des choix de notre société. En langage journalistique, expliquer la complexité des choix se résume en fait en une formule assez simple. La nécessité de la réforme. Réforme, un mot désormais sur toutes les lèvres. Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas réformer en France alors que tous les pays réforment autour de nous? C'est le thème de Culture et Indépendance ce soir. Peut-on engager des réformes en France? La France peut-elle s'en passer à l'heure de la mondialisation? Comment convaincre les Français du changement ou de la réforme? Vous accepteriez quand même une réforme? Parce que ce que tout le monde dit, c'est qu'on n'ose pas faire la réforme. J'essaie de comprendre, effectivement, c'est la difficulté de ce pays à faire des réformes. Pourquoi ça passe pas? Eh bien, qu'est-ce qui fait que dans ce pays, ça ne passe pas? L'opinion commence à comprendre qu'on ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans renoncer à certains avantages acquis et à certaines rentes de situation. Je trouve que dans le passé récent, nous avons plutôt, malgré tout, pris des retards dans la question de la réforme. C'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui. On ne peut pas annoncer aux Français toute une série de réformes difficiles mais nécessaires. On est au bout d'un cycle, au bout d'un système, ça leur fait peur et ils ne veulent pas de changement. Est-ce que les Français sont devenus aujourd'hui hyper conservateurs? Et naturellement, ils rejettent tout, c'est la peur du changement. Les peurs, c'est pas seulement de perdre les droits acquis, c'est pas seulement de perdre ce qu'on a, c'est la peur que quoi que ce soit change. Pourquoi les concepts qui nourrissent le débat public sont les concepts comme la réforme, l'archaïsme, la France qui tombe, le déclinisme, le déclin, le modèle social français, etc. Je veux dire, ces mots, tu sais, moi je me suis aperçu qu'il y avait, disons, un petit lexique qui doit faire 15 à 20 mots, hein, pas beaucoup plus. Si tu en prives les journalistes et tous ces experts, ils sont hors d'état de faire une phrase. Mais vraiment hors d'état. Je veux dire, tu leur enlèves réforme, par exemple, ils savent plus quoi dire. Je veux dire, ils peuvent plus construire, ils peuvent plus mettre 3 mots l'un derrière l'autre. Convaincre, c'est aussi et surtout se donner les moyens de convaincre. Pour ça, les médias ont leurs champions, véritables staccanovistes des caméras et des micros. En 6 ans, les deux économistes Frédéric Lordon et Jean Gadret auront été invités 32 fois à la radio et à la télévision. Durant la même période, Jacques Attali, Jean-Hervé Lorenzi et Michel Godet totaliseront à eux trois 912 passages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Éric Zemmour et Claude Imbert. Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique. RTL Matin. Et on vous attend au 32-10 pour intervenir dans ce match du jeudi pour nous dire si... Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. Hélas, Luc, je n'arrive pas à être
en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irais dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation. Vous êtes en train de dire. Et puis le troisième point, mais j'allais le dire sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous. Et vous avez raison. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi. Non, encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après. Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques, à ceci près que, bon, d'ailleurs, vous avez ouvert un petit parapluie, je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan, mais peu importe. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a besoin aussi, et là je pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent. On nous dit qu'on est trop en désaccord, s'inquiète même sur nos relations, j'espère que, voilà, non, je signale qu'elles sont excellentes. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule. Sont impossibles à remettre en cause, et il n'en sera même pas question, votre honneur, la construction européenne telle qu'elle est, le mouvement général de déréglementation de tous les marchés qu'on appelle autrement la mondialisation, et l'entreprise générale de réduction de la taille, et pour ce qui concerne la France, de démantèlement silencieux de l'État social. Bon, voilà, ça c'était vraiment, c'était les limites de l'épure. Donc il y a ceux qui discutent dans le cadre, et il y a ceux qui discutent pour changer le cadre. Ceux qui veulent changer le cadre, c'est-à-dire les oppositions primaires, ceux-là seront écartés définitivement. Mais bienvenue à ceux qui veulent grenouiller à l'intérieur du périmètre du bac à sable. Ceux-là, oui, on les accepte. Mais enfin, ça fait quand même un débat politique, je veux dire, sacrément atrophié. Pour bien poser les termes du débat, l'une des figures rhétoriques la plus utilisée, c'est l'exemple étranger. Là-bas, ailleurs, chez nos voisins, dans tel ou tel pays, se trouvent les choix courageux, le modèle, l'exemple à suivre. Et parmi tous les pays qui, avant la France, ont eu la sagesse et le courage d'engager les réformes nécessaires, une nation a connu particulièrement la faveur des journalistes et des experts. C'est la Grande-Bretagne. Son virage libéral, engagé depuis Margaret Thatcher, a été l'objet d'une admiration fervente. L'émission Un œil sur la planète, diffusée le 12 juin 2004 sur une chaîne du service public, est un condensé de tous les arguments brandis par les dévots du modèle anglais. Le journaliste Thierry Tullier, futur directeur de l'information de France 2, nous convertit à la recette libérale avec la ferveur d'un évangéliste. Pourtant, est-on si sûr que la recette libérale est inapplicable, qu'elle serait une mauvaise chose pour la France? Sans prendre parti, on est quand même obligé de constater qu'elle a permis à Tony Blair d'être réélu une 3e fois et que l'économie britannique est performante, très performante. En France, le plombier polonais fait peur. En Angleterre, on l'accueille à bras ouverts. Reportage sur le modèle d'intégration britannique. Afin de mesurer, nous aussi, la performance de l'économie britannique, nous nous sommes rendus à Londres pour rencontrer un expert que les journalistes français n'invitent jamais. Sir Michael Marmot a dirigé en 2008 une étude commanditée par l'Organisation mondiale de la santé sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie. Now, the set of economic arrangements that we've had, in a sense, said, well, we don't care about inequalities. So, for example, that means that in the Scottish city of Glasgow, the difference in life expectancy for men between the poorest and the richest was 28 years. Life expectancy in the poorest part of Glasgow is 54 for men, and in the richest was 82. Now, in the poorest part of Glasgow, life expectancy 54, that's 8 years shorter than the average for India, which is 62. So in other words, here in a rich country where everybody has the material conditions to have a reasonable life of water and sanitation and food and shelter, the poorest people have a life expectancy 8 years shorter than the average for India. Alors, puisque ça marche, faut-il faire comme les Anglais? Doit-on les copier? C'est le 10e numéro d'Un œil sur la planète. 4 ans plus tard, la crise économique a démontré à quel point le modèle anglais était performant. Au matin du lundi 15 septembre 2008, les médias découvrent avec effarement une crise financière exceptionnelle qui fera basculer dans l'extrême pauvreté plus de 64 millions de personnes à travers le monde. Trop occupés à faire la promotion des lendemains qui chantent de la révolution libérale, leurs experts préférés n'ont rien vu venir. Et parmi eux, il en est un particulièrement renommé et influent qui, comme les autres, n'a rien vu venir. C'est Alain Minc. Si depuis 30 ans, un Michel Godet a fait figure d'expert ordinaire, durant la même période, Alain Minc, lui,
a joué dans une toute autre catégorie. Tout d'abord une question. Page 230, à un moment vous dites « Nous autres libéraux de gauche ». Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche? Oui, c'est la question à 100 francs. Alain Minc est l'archétype même du premier de la classe. Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État. Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses. Sur scène, on le voit autant dans les émissions littéraires que dans les grands talk-shows politiques. Dans les coulisses, il agit comme président du conseil de surveillance du journal Le Monde ou comme éminence grise des dirigeants de grands groupes de presse. En 2005, son ami Vincent Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy, lui a offert une émission sur sa toute nouvelle chaîne, Direct 8. Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira 9 mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Moi, ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 95% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit que, au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues dans le passé. C'est quand même, je veux dire, un univers, au fond, qui est très résilient, qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé. Quand même. Dire, le jeu conjugué des banques centrales et même des gouvernements, on se dit l'empirisme, en réalité, prévaut, au-delà des postures idéologiques, et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Et justement là-dessus, c'est du Minc grand cru. Et là, il est en grande forme. Hein. Il est en grande forme, c'est-à-dire qu'il a plus que les prodromes de la crise du siècle. Hein. On est au-delà des signes avant-coureurs. Hein. Mais non, le système est résilient, il va avaler ça, et on va glisser onctueusement, et la croissance va repartir. Il y a un certain niveau de spéculation intellectuelle répétée, avec toujours le même type d'erreurs, et des erreurs énormes, qui devraient être également sanctionnées, non pas sur le plan financier, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, un système démocratique devrait interdire à ces gens-là de conserver leur position, leur statut de grands experts, de grands prêtres, de ceux qui nous disent le vrai. Alors, nous en sommes très loin. C'est le propre de tout ce qui s'est passé avec cette crise. Elle a pris à revers, et là on voit, je veux dire, c'est la séquence du contre-pied même, ça. Hein. Elle a pris à revers tous ces gens qui, pendant 20 ans, ont certifié que la déréglementation était le meilleur des systèmes. Bon, là, c'est la démonstration à grand spectacle d'une erreur, d'une colossale erreur. Bon. 6 mois plus tard, le 7 juin 2008, Alain Minc fait à nouveau preuve du même optimisme. Il invite un autre expert, Daniel Cohen, à la fois éditorialiste au Monde et conseiller à la Banque Lazare. Le 7 juin, c'est, rappelons-le, 3 mois avant le krach de septembre 2008. Une expression, à mon avis, qu'on ne peut pas employer, qu'il est le meilleur économiste français à mes yeux, mais comme c'est l'expression que Valéry Giscard d'Estaing a employée pour Raymond Barre, ce serait quand même un peu excessif. Mais je crois que c'est l'occasion d'avoir un diagnostic sur un moment économique un peu particulier. Tu disais, je crois très justement que, d'une certaine façon, la crise financière, encore que ce ne soit pas du tout fini, mais la crise financière est a priori passée, c'est-à-dire le risque plus exactement que la crise. Dérapage. Voilà, le risque que la crise financière dérape en crise systémique, où les banques tomberaient comme des dominos, ça semble écarté. Bon, voilà, on est à nouveau confronté à une situation où on se dit, si le meilleur économiste de France, selon Minc, se trompe à ce point, nous sommes en juin 2008, est-ce que ça signifie que toute la profession est condamnée et que finalement personne n'a rien vu venir? Or non, voilà, il faut aussi pouvoir dire qu'un certain nombre de gens, y compris des économistes, ont vu les choses venir, et ça depuis plusieurs années. La vraie question est de savoir pourquoi ceux à qui on donne la parole sont ceux qui sont les moins critiques des fondements du système. Donc, Daniel Cohen n'a vraiment rien vu venir. Effectivement, il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Donc, ils peuvent dire de tout. Ils sont inoxydables, ces gars-là, quoi. Et on se demande s'il faudrait qu'ils disent pour que un jour un média finisse par considérer que, écoute, là vieux, tu es gentil, mais tu vois, tu te rends bien compte, c'est plus possible, on va plus pouvoir te faire venir. C'est bien sûr le contraire qui s'est passé. Ce sont les mêmes experts qui sont venus commenter cette crise d'un système dont ils ont tant fait l'éloge. Et on les a vus encore plus fréquemment. Entre septembre 2008 et décembre 2010, Alain Minc, Christian de Boissieu et Daniel Cohen totaliseront à eux 332 passages à la radio et à la télévision. Frédéric Lordon et Jean Gadré, eux, n'auront été invités que 21 fois.
Je crois qu'on est tous d'accord pour dire... À cause d'un archaïsme syndical. On est le seul des grands pays développés qui, pour l'instant, a tout à fait refusé de s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris ce problème de base. Que les Français sont incapables d'admettre qu'il faut que la société se réforme profondément. Et c'est là, on en vient directement à la question que vous posiez. C'est vrai que la rigidité française nous empêche d'évoluer vers l'extension progressive du marché de la démocratie. Donc la France se trouve dans une situation un peu étonnante où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange.